Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les matchs de ma vie. Avec moi, Darren Tulette et notre invité aujourd'hui qui s'appelle... Mathieu Madénian. C'est la bonne réponse, Merci, Mathieu. ça c'est bon. Ravi de t'avoir avec Merci nous. à toi pour l'invite. L'un des humoristes le plus connus, le plus apprécié en France aujourd'hui. Comédien aussi, un homme multitalentueux. En un mot, est-ce que ça te va comme description? C'est un peu exagéré, mais je prends. Ça fait Tu plaisir. Comment tu te décris, toi? Si quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'essaie de faire rire. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et j'essaie de ne pas oublier que ce métier, c'est comme quand tu joues au foot, il y a le verbe jouer. Quand tu montes sur scène, tu vas jouer. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un jeu et que ce n'est pas très grave et qu'on est là et qu'on a la chance de faire un métier où on est payé pour rester des gamins. Donc voilà, j'essaie de garder cette petite innocence-là. Ça, c'est déjà pas mal, hein? Payer pour rester des gamins, c'est un peu comme les journalistes sportifs. Sans plus attendre, c'est parti donc pour les 5 matchs de la vie de Mathieu Madénian. Match numéro 1, Mathieu, quel est ton choix et pour quelle raison? C'était le match, oui, c'est France-Brésil du 21 juin 86. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Et je me rappelle, c'est le premier souvenir que j'ai d'un match à la télé. Ma grand-mère nous gardait avec ma sœur parce que mes parents étaient partis en vacances. Et ma sœur devait se coucher à 20h. Et ma grand-mère faisait semblant d'aller me coucher. Et après, elle me disait, viens, il y a le match qui a commencé. Et je me rappelle, il ne fallait pas hurler dans la télé, sinon ma sœur entendait. Ouais. Et alors là, c'était la catastrophe. Et je me rappelle très bien de ce match-là. Parce que là, tu as à peu près quel âge? 10 ans dans les... On est en 86, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Presque 10 ans. Ouais, j'ai 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai 10 ans. Et j'ai ce match... je ne me rappelle pas la demi-finale, c'est marrant. Hein. Mais alors, le quart de finale... vaut mieux. Hein, oui, vaut mieux pas se rappeler. Oui, je crois qu'en fait, en gagnant la quart de finale, pour eux, c'était terminé. Ils avaient fait le taf, les Français. Mais non, c'est vrai, à cette époque-là, France-Brésil, déjà, ça fait toujours rêver ce genre d'affiche, mais en 86, c'était pas si souvent que ça. Aujourd'hui, les jeunes qui nous écoutent, France-Brésil, c'est quelque chose qu'ils ont eu la chance de vivre plusieurs fois. Là, en 86, c'est hyper rare. Et le Brésil, c'est... le Brésil, c'est la meilleure nation du monde. Ils ont Socrates, ils ont une équipe incroyable. Zico. Et en face, tu as l'équipe de France. Est-ce qu'il y avait Gengini à l'époque? Je crois qu'il y avait Gengini. Tu te rappelles Gengini? Oui, bien sûr. Tu sais, c'était les vieilles les pastilles Panini où ils avaient des gueules sur les pastilles. Donc, tu avais est-ce qu'il y avait... Je crois qu'il y avait un problème relationnel entre Platini et Luis Fernandez. Il y avait une espèce de bis-bis entre eux. D'où la réaction de Luis Fernandez quand il marque ce but qui donne la qualification et qui se jette dans les bras de Platini en premier. C'est vrai que ce match-là est resté dans les souvenirs parce qu'il y avait tellement de choses dans ce match, un rythme fou. C'est un des matchs qui a marqué l'histoire de l'équipe de France. Et parce qu'il y a la victoire, effectivement, parce qu'on est sorti de 82 avec la défaite amère contre les Allemands à Séville. Et là, en 86, ça repart avec effectivement Platini, Gires, Tigana, Fernandez, une super génération de nouveau. Et dans ce match contre le Brésil, il y a un but formidable de Careca. Il y a un poteau après pour le Brésil avant que Platini égalise. Exactement. Et je crois que c'est Socrates qui rate son pénalty, non? C'est exactement ça. C'est lui qui tire en premier. Et il rate son pénalty. Et je me rappelle... La vedette. Et le stade était brésilien à mort. Et puis moi, j'étais halluciné parce qu'à 10 ans, tu ne comprends pas trop l'histoire de décalage horaire. Et j'ai dit, mais comment là, il fait nuit chez nous? Et là-bas, il fait 40 degrés et c'était à 16h ou 14h le match. Ouais, c'était oui. Ça, je me souviens très bien. Mexico 86. Et j'ai encore l'album Panini de cette époque-là. C'est pour ça que je te dis, il y avait Gengini, et je me rappelle cette... Stopira qui se blesse et il y a le but derrière et il reste allongé. Enfin, je me rappelle exactement de tout. Tu vois plein de trucs qui ressurgissent là. Joel Batz qui fait un arrêt de penalty dans le match face à Zico et puis effectivement contre Socrates dans la séance de tir au but. Il y a aussi dans cette séance Platini qui rate. Platini rate, c'est pour ça que Fernandez t'as les 2 meilleurs joueurs du monde. Enfin, et c'est même pas les 2 meilleurs joueurs du monde. C'était à l'époque, t'avais ce qui s'appelait les meneurs de jeu. Ouais. Les vrais 10. T'en as plus de vrais 10. Mais à l'époque, t'avais des vrais 10. Socrates, c'était un 10. Platini, c'était un 10. C'était des vrais mecs qui donnaient des passes décisives, qui organisaient. Et c'était les 2 meilleurs joueurs du monde. Ils ratent leur penalty.
Ouais. Incroyable. Platini, c'était son anniversaire ce jour-là aussi. Ah oui, ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. c'était le 21 juin, c'est son anniversaire. Et puis le poteau de Julio César, un gars qui est allé jouer à Brest et Montpellier par la suite. Et Luis Fernandez, effectivement, c'est pour la victoire, la qualification. Et Luis, ce jour-là, parce qu'évidemment, en préparant, j'essayais de regarder les images de nouveau pour me rappeler. Tout ça. Luis portait le numéro 9. Oui, N'importe quoi. Oui, 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 il avait le. Mais je crois qu'à l'époque, oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on Si tu avait... les écoutes, Luis. il avait le 9, ouais, Le c'est vrai qu'il 9, avait le 9. quoi. Ouais, ouais, ouais. Sérieux. Sérieux. Mais donc, presque 10 ans dans cette époque, tu disais, tu es à la maison, les parents sont pas là. Quelle était la place du sport à la maison quand tu es petit, quand tu as cet âge-là? À cet âge-là, mon père est un mordu de foot, donc j'avais le ballon en cuir, le beau ballon en cuir, et tous les week-ends, on allait jouer dans mon petit village à Saleil, et voilà, alors soit je me mettais dans les cages et il me cartonnait, soit je jouais avec les potes. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que mon père, c'était le seul papa qui venait jouer, parce que lui, il jouait au foot. Il avait une équipe qui s'appelait les Gentlemen, et écoute bien, l'adage des Gentlemen, c'était le ballon passe, mais l'homme non. Donc c'était des bouchers en fait. Et donc Pas gentleman du tout. pas en fait. du tout gentleman. Ouais. La blague est déjà dans le ouais. nom. Et il jouait avec nous, et c'était premier degré, c'est-à-dire qu'on avait 10 ans, mais il nous défonçait. C'était oui, il était très il était là-dessus. Et il a joué jusqu'à ce qu'il se fasse mal au dos, mais des années après, j'allais jouer au foot avec mes copains, et il y avait mon père qui venait avec nous. Ah, c'est rigolo. Ouais, ça. ouais. Donc il a transmis en quelque sorte cette Ouais, c'est passion lui pour qui le m'a foot. transmis. Oui, il m'a transmis. Il m'a mis devant les matchs. Il m'a expliqué. Il me racontait les grands matchs. Il m'a raconté Séville, justement, ce match Ouais, que j'ai ouais. pas vu, et qu'à Ouais, l'époque t'es j'avais trop pas compris. Mais il me racontait ça comme ce qu'il te racontait les Dents de la Mer, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. c'était comme un film de suspense. Et moi Ah j'étais oui. là, mais il lui casse la mâchoire, et après l'arbitre. Après il y avait les gros mots aussi, donc ça aussi c'était à gérer. Mais je crois que les premiers gros mots, ce que j'ai entendu dans ma vie, c'est mon père devant la télé, en regardant les matchs de l'OM ou de l'équipe de France. Donc ton père est un vrai fan de foot, mais ta grand-mère a eu la sensibilité aussi de te laisser regarder ce match-là. Ouais, ma Quand grand-mère. t'es petit, elle comprenait ce que voulait dire le foot pour toi, quoi. Ah oui, ma grand-mère, elle était de Marseille, et je me rappelle, la fin de sa vie, elle était en maison de retraite, elle avait Alzheimer, et j'allais voir les matchs de l'OM avec elle à la maison de retraite. Elle habitait à côté de chez mes parents, enfin on l'avait mis à côté de chez mes parents, et le dimanche soir, il y avait et je me rappelle qu'il y avait des Marseille PSG. Comme elle était je lui faisais croire qu'en fait Paris c'était Marseille, et donc elle était heureuse parce que Paris gagnait, donc d'où Marseille gagnait pour elle, et elle comprenait pas que je sois un peu vénère en partant, mais bon, je lui dis regarde, on a gagné 2-0. Putain, en fait non, on s'est fait gifler. C'est mignon, ça. Et cette histoire de l'OM, on va y revenir, mais pourquoi l'OM alors? Parce que tu grandis plutôt à côté de Perpignan, c'est ça? T'es Perpignan, un Catalan? Ouais, je suis un Catalan, mais mes parents sont de Marseille. Vraiment Marseille même. Mon grand-père, quand il avait une station-service à côté du Vélodrome, et les entraîneurs de l'époque de l'OM, avant d'aller à l'entraînement, ils passaient chez mon grand-père pour gonfler les ballons. Et mon grand-père gonflait les ballons des entraînements de l'Olympique de Marseille. Donc mon père, il avait ce souvenir de voir les entraîneurs de l'OM avec 5-6 ballons passés, et lui, donc il m'a transmis ce truc-là. Génial. C'est lui qui me... Et je me rappelle, moi j'étais à Perpignan, j'étais à l'époque où on allait en boîte de nuit le samedi soir, puisque tous les matchs étaient les samedis soirs, tu n'avais pas de match le vendredi, le samedi, le dimanche, tu vois. Eh bien, mon père, il me prenait avec 2-3 potes, on partait à 14h de Perpignan, on arrivait à 17h à Marseille, on jouait au foot sur la plage en bas en bas du Vélodrome, et à 19h on rentrait au Vélodrome, et on regardait le match, et à la fin du match, on reprenait la voiture, on était à la maison à 1h, 2h du matin, comme si on était en boîte de nuit. Oh, waouh. Ouais, je faisais ça souvent. Ah, ça c'est fort. Ouais. C'était à Oh, l'époque où les places dans les pesages coûtaient 10 francs, 20 francs. Ouais. Et le directeur de la billetterie, c'était un Arménien. Donc, on avait des places. Et à l'époque, c'était des places, des tickets de tombola. Tu sais, Ah oui. tu déchirais comme ça. Tu n'avais pas marqué le match que tu allais voir. Ils s'en foutaient. Ah, c'est excellent ces souvenirs-là. Ça nous amène justement très bien à ton match numéro 2. Là, on est un 2 juin. Bon, c'est mon anniversaire, donc tout le monde peut noter ça, merci. Le 2 juin 1991, demi-finale de la Coupe de France. Ouais.
C'est le premier match que je vois au Stade Vélodrome. L'OM contre Rodez. Ouais, demi-finale, dernière année non, c'est pas la dernière année de JPP, c'est l'année, une semaine ou 2 semaines après, on va perdre à Bari. Et je me rappelle, je vais au Stade Vélodrome, le vieux Stade Vélodrome, 35 000 personnes. Tu sais, avec en virage, tu avais les marches en pierre là, énormes. Donc, moi, j'avais les pieds qui battaient dans le vide. Et je me rappelle j'étais en virage nord. J'étais abonné, après je me suis abonné virage nord, après virage sud. Ouais, c'était la première fois que j'allais au Stade Vélodrome. Et j'ai cette image quand je monte les escaliers du virage nord comme ça. Et là, d'un coup, tu arrives et waouh, tu vois le Stade Vélodrome. Ouais. Et là, personne ne pourra m'enlever ce souvenir-là de ce stade que j'ai tellement vu à la télé. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Tout est plus grand en plus quand on est petit et on arrive dans un stade comme ça. Le bruit, déjà. Pour moi, c'était le plus grand stade d'Europe, mais il n'y avait que 35 000 personnes dans ce truc-là. Maintenant, ça serait rien. Parce que maintenant, quand j'y vais, tu as 68 000, mais je me dis, mais à l'époque, j'avais l'impression, mais c'était à ma taille, en fait. Ouais. C'était juste à ma taille. Parce que c'était. Mais bon, il montait des fois à 40 000, il ne faut pas croire. Mais c'était, je me rappelle ce match. Il faisait beau. C'était un après-midi, c'était 16h, je me souviens de toute ma vie. Et c'était Rodez qui est arrivé. On est allé en finale après. Tu avais à peine 14 ans, triplé de Jean-Pierre Papa ce jour-là. Ouais. Il y a Tigana dans l'équipe, il y avait Chris Waddle. Ah, aussi. Lui, c'était. Je l'ai vu jouer, j'étais contre Milan, le fameux match quand il y a la panne, où il fait le match de sa vie, un match incroyable. Waddle, j'y allais, j'ai des souvenirs de ce gars-là. Mais maintenant, il fait ça, il se fait casser les jambes. Ouais, tu peux plus faire ça, tu peux pas commencer à danser devant. T'imagines ? Tu fais ça devant. Même à l'époque, tu faisais ça devant Dimeco. S'il était en face, je crois que tes jambes, tu prends tes rotules, tu les mets dans le sac à dos. Mais c'était un magicien. Et ce qui est marrant, c'est rigolo, c'est qu'il est arrivé à Marseille, il a explosé à Marseille, il est parti de Marseille, il a un peu disparu. Mais il n'était pas aussi fort jamais été aussi fort que lorsqu'il était à Marseille. C'est dingue ça. Mais quel joueur. Faisait lever même les supporters adverses. J'étais au parc une fois parce que je venais d'arriver en France pour un match. PSG, l'OM, évidemment, avec toutes les hostilités qu'il y a. Mais Waddle a fait 2-3 trucs et même autour de moi, tous les Parisiens étaient... Bon, ok, chapeau. Quoi. Ah, mais c'était un magicien. Tellement il était fort. C'était quelqu'un incroyable. Et en dehors de lui, tu avais un chouchou parmi les joueurs de cette époque-là, quand tu as 13, 14, 15 ans. Il y avait un joueur préféré, tu avais des posters sur le mur à la maison. Mon père, il m'a appris à aimer les bouchers et les génies. Donc, tu vois, je passais de Francescoli, qui était un génie. Mon père, sa grosse déception, c'est de ne pas avoir vu trop Stojkovic jouer à Marseille, qui s'est blessé comme un con en marchant dans un trou. Mais quel joueur incroyable, on ne l'a pas vu jouer. Mais par contre, à côté de ça, des Dimeco, des Boli, des Moser, c'était son... Parce que, mais je pense qu'à l'époque, tu pouvais avoir des créateurs comme ça parce que tu avais derrière des gens, des mecs qui te cassaient comme ça, parce que c'était incroyable. Des fois, je vois Basile au Vélodrome et il me raconte des histoires. Il me dit, tu te rends compte que le mec qui me passait, il se retournait, il regardait devant, il y avait encore Dimeco et Moser. Comment me-tu passer ? Passe en retrait. Oui, je te dis, j'en ai passé un, c'est bon, je laisse passer. Peu de temps après, on arrive à ton 3e match, Mathieu. On est à Munich, 1993. Tout le monde sait de quoi on va parler, la finale de la Ligue des Champions. L'OM qui bat le Milan AC, effectivement, le grand Milan avec Van Basten, Rijkaard, Maldini, Baresi et les autres. Et Papin. Et Jean-Pierre Papin qui était parti. En 92, juste après l'élimination contre le Slavia de Prague, je crois. Donc toi, t'es où pour cette finale ? On prend le bus à plan de campagne, on roule toute la nuit avec tous les supporters de l'OM. Je suis avec mon cousin et mes 2 meilleurs amis et on monte à Munich. Et on arrive, je me rappelle, l'après-midi, on joue à Munich contre les Italiens. On fait des petits 5-5, on se parle bien. Ouais. C'était à l'époque, c'était bon enfant. Et on arrive à Munich. Il y a le stade qui est magnifique. Et la fameuse histoire que je raconte souvent, tu as Coucou c'est nous, tu sais l'émission de Chavannes avec Enrico Macias d'invité. Et comme on s'emmerdait, on avait des sandwichs aux merguez, on s'amusait à jeter des merguez sur Enrico Macias avec une vingtaine de mecs. Ils ont dû arrêter l'émission parce qu'elle était en direct. Et quand j'ai revu de Chavannes, je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait cette émission en direct là ? T'es ouf. Et en plus, Enrico Macias, supporter du Paris Saint-Germain. Oui. Mais ouf. Et on rentre dans ce stade. Et
Et là, c'est l'ambiance de. Je me rappelle, pour chauffer le stade, ils mettaient une chanson italienne. C'était nanana, Sarah Perchettiamo, voilà. Donc, tu avais tous les Italiens. Et nous, tu sais ce qu'ils ont mis comme chanson? Les Gypsy Kings. Pour nous, ouais. Bamboleo! Et on était là, j'ai putain, merde, c'est les Gitans. Ben, c'est ça, je trouvais ça génial. Et puis, il y a eu, je me rappelle, on était dans le stade la première mi-temps, le but juste avant. Et après la deuxième, je ne l'ai pas vu parce que je suis resté assis en attendant que ça passe. Ah bon? Ouais, il y avait plein de gens comme ça J'avais un papy à côté de moi qui pleurait, qui me dit allez, plus que 30 minutes, plus que 25 minutes. Et après, ça a été le. Tu ne pouvais plus regarder les matchs tellement. Moi, ah oui, c'était la folie. Et puis, je me rappelle après, parce qu'après, on était tellement vidés qu'on est directement allé au bus. On est arrivé à Marseille. La finale est un mercredi. Et le vendredi, on joue le titre contre Paris à domicile. C'est là que Reboli met la tête. Et ben, on reste le jeudi, ils viennent présenter. Et on reste pour le match où il y a cette tête, où Boli, à la base, il veut éclater la tête à un défenseur parisien. Et comme par hasard, il y a la balle qui passe et il la met. Et là, j'ai rarement entendu autant de bruit au Vélodrome. Ouais, vraiment, ça a été une semaine incroyable. Tu as 15-16 ans et tu es à Munich et tu es là pour le match de Paris. Ouais. Ah, mais j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Wow. Ah ouais. Wow. C'est incroyable. Ah non, mais j'ai vécu des moments au Vélodrome incroyables. Mais ceux-là, je m'en souviendrai. Mais ce bruit, ouais, c'était incroyable. Et c'était à l'époque en plus où les supporters pouvaient se déplacer. Donc, tu avais 1000 Parisiens. Si on jouait le titre. Et en plus, on avait la haine parce que la Ligue n'avait pas décalé le match. Il avait fait un vendredi. Les mecs étaient claqués et tout. Et pourtant, ce but-là, juste avant la tête de Boli, il y avait Durand qui fait ce truc. Abedi Pelé qui fait enfin bref. Et j'ai encore le match dans la tête. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Là, tu as 15-16 ans. Tu joues au foot. Je suis nul. T'as jamais été assez bon pour penser que ça allait être un truc. Non, mais même en club, je suis pas bon. Je suis pas. Je suis mieux à regarder. Je suis un supporter de base, c'est-à-dire avec une bière dès qu'il y a un match. Maintenant, je fais attention, mais j'ai une bière par mi-temps. Je fais attention. Okay. Et une cigarette. Voilà, j'essaie de gérer. Mais avec l'OM en ce moment, c'est pas évident. Et à 15-16 ans, tu penses faire quoi? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Parce que si je comprends bien, tu étais plutôt bon à l'école et tu avais envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec. Tu te poses pas à cet âge-là, c'est encore l'âge où on est insouciant. Mais à notre âge, c'est terminé. La vraie insouciance, je crois que tu l'as entre 10 et 15 ans, quand tu as des parents un peu normaux. Tu vois, tu t'inquiètes pas du futur, tu suis des études. Moi, je me rappelle, j'ai arrêté en juin mes études, je réussissais mes examens. Et l'été, j'allais faire le con dans des villages de vacances à côté de chez moi, parce qu'on habitait au bord de la mer. Je me posais pas de questions. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette période où on n'avait pas de soucis. Oui. On avait juste à kiffer la vie. La mot carrière n'était jamais prononcé. Mais oui. Bah bien sûr, tu ne savais même pas que même le mot salaire, le mot stress, le mot pression, tu n'avais pas ça. Tu étais là. Moi, je bossais, je faisais mes devoirs, j'allais jouer au foot, j'allais jouer au basket, j'étais avec des potes, on allait se baigner. Voilà, la vie, elle était belle. Et quand tu es quelques années plus tard, j'ai pu lire, si je comprends bien, que tu as été un criminologue refoulé, dans le sens où tu avais étudié sciences criminelles, psychiatrie criminelle. J'ai fait 4 ans de droit et 3 ans de criminaux. Ouais. Pour être profiler. Parce que on a le droit d'avoir plein de passions dans la vie. Moi, j'avais une passion. Je suis de l'époque du Silence des agneaux et ce film a bouleversé toute une génération. Et je me suis dit, j'ai envie d'être profiler et je me suis lancé là-dedans. Sauf qu'à la fin de mes études, je me suis accordé une année sabbatique. Certains vont faire le tour du monde. Moi, je suis monté à Paris pour faire du café-théâtre. Et cette année sabbatique dure depuis 25 ans maintenant. En gros, c'est ça. Ouais, je pense que tu as bien fait. Hein. Oui. Pas de regret? Non, aucun. Vous écoutez Les Matchs de ma vie, le podcast de BeIN Sport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Mathieu Madénian. Alors, on est en 2019, Mathieu. Marseille 5, Leipzig 2, quart de finale retour au Vélodrome. Il y avait 1-0 à l'aller pour les Allemands. Pourquoi tu voulais revenir sur ce match-là? Pourquoi ce match-là est dans ta liste? Parce que c'est un match qui a... déjà, l'ambiance a été dingue. Et c'est surtout le but de Sakai. Ce but de Sakai où il part. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là. Donc, on perd 1-0 là-bas. Et on se dit, on fait une campagne européenne qui sent bon.
Et puis le stade était surchauffé, il y avait une ambiance, les tifos étaient merveilleux. Et puis, Sakai, je vois le ballon. Et là, je prends mon téléphone et je l'ai l'action. Et j'ai en direct Sakai Parce qui qu'on est met en ce temps additionnel. temps additionnel et il met ce but qui- on avait gagné de toute manière, mais qui clôt la fête. Oui. Je suis dans les loges, il y a Basile qui danse, il y a tout le monde. Enfin, c'est une ambiance dingue. Et je suis avec mon meilleur ami Denis, qui à l'époque, qui est fiancé à sa chérie, et qui, après les matchs, étant donné quand t'es maqué, avant, quand on gagnait, on allait faire la teuf sur le vieux port, mais là, il y a sa meuf. Mais il me dit, non, mais là, le match est tellement dingue, Mathieu, on va aller faire la teuf dans les bars à Marseille. Mais par contre, il me dit, on va passer quand même, faire un bisou, et j'explique à ma meuf qu'on va faire le... Et là, on arrive devant chez eux, et moi, je sors en premier, je tape, je suis en train de danser, et je vois sa meuf les larmes aux yeux. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, je peux parler à Denis? Et là, je me dis, putain, Oula, quoi. qu'est-ce qu'elle va lui dire? J'ai dit, soit elle va lui dire que c'est fini, soit, Elle est fan de Leipzig. ou alors, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, elle est enceinte. Et là, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Waouh. Et on est le soir de ça. Donc, on n'est pas allé se bourrer la gueule. Putain, alors j'étais dégoûté. Ça peut changer l'ambiance. Et toujours le avec, délire, c'est avec que mon pote le Denis bonheur. voulait appeler son fils Erico. Sakai, il s'appelle comment son prénom? Erico? Non, Erico. Voilà. Et je dis, mais sa meuf lui dit, mais t'es sérieux? Mais non, mais c'est tellement. C'est Dieu qui l'a écrit. Non, on va l'appeler. Il s'appelle Lino, il est très bien comme ça. Mais quel bruit, quel bruit. Je me rappelle, c'est. Le truc, c'est que comme. Les gros matchs, ces dernières années, Marseille n'a pas été trop au rendez-vous. Oui. C'est vrai, hein. Tottenham, dernièrement, il y en a eu plein où on n'a pas été. Mais celui-là, on a été au rendez-vous. Et ça a été une explosion. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Marseille, il vit football. Tu vois ce que je veux dire? C'est la semaine, on parle du match. On va pas au Vélodrome, on va à l'OM. Et le fait que l'OM perde un dimanche, il y a des gens, toute la semaine, elle est foutue. C'est pas comme à Paris où tu as tellement de choses que le match, c'est un détail. Enfin, tu vois, alors que là-bas, c'est une ville comme Naples, ça sent le foot, ça vit football. Et cette victoire-là, ça a été incroyable. Quand on voit les images, effectivement, parce qu'en plus, Leipzig marque en premier, donc il y a 2-0 pour les Allemands, ça sent vraiment pas bon. Puis il y a l'improbable Mitroglou, parce que dans la série, joue à improbable. Il est là, il y a une espèce de but très moche. Ça, Thauvin, vous menez. Augustin, l'ancien Parisien, marque Ouais. 3 partout. Tout d'un coup, tout est possible. Et Dimitri Payet marque un but de l'extérieur. Comme ça, Incroyable. en rentrant. Oui, Oh là là, mais formidable, parce que le talent, bon, on va y revenir. Et puis, donc il y a 4-3. C'est le temps additionnel. On ne sait jamais, hein, vous pouvez mais on encore se le concéder prend, un but. c'est mort. Il y a le gardien adverse qui monte. Et c'est là où ce moment, voilà, le contre et Sakai, effectivement, le but vide et l'explosion de ce stade. Incroyable. C'était Magnifique. un bruit. Mais vraiment, c'était. J'ai eu Et puis en plus, quand t'es au stade, t'es pas comme devant ta télé, t'es pas serein, t'es tendu. Moi, je suis comme, tu vois, j'ai les mains qui se serrent tout le match. Quand j'enlève, je dis, oh putain, merde, parce que t'es dedans, quoi. Tu vois, c'était incroyable. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on avait. Parce que maintenant, ce qui est bien quand t'es un peu connu, c'est que je suis invité en présidentiel. Ah. J'ai plus l'âge de sauter dans les virages. Et j'avais tout le board adverse qui était devant. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a rigolé. À leur hurler dans les oreilles. Oh putain, qu'est-ce que c'était La bien. belle vie, Ah ouais. Mathieu, la belle vie. Tu vas souvent au match alors? Ouais, ce qui est génial, c'est que tu me diras, maintenant qu'ils sont éliminés de Champions League, on va jouer le jeudi, donc ils font tous les matchs le dimanche. Donc moi, je pars à 14h, je vois le match et je prends le premier TGV à 6h du matin et je suis à 9h à Paris. Et je vais voir les gros matchs dès que je peux et quelques matchs de Coupe d'Europe. Ouais. Je vais avoir 4-5 matchs par an, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que comme je vais voir les gros matchs et qui sont rarement au rendez-vous pour les gros matchs, l'année dernière, je me suis fait Tottenham, je me suis fait Paris, je me suis fait, pas Paris en Coupe de France, mais Paris quand on prend 3-0. En plus, on me met la mère de Mbappé à côté, je peux même pas insulter. Ah non, c'est pas possible, ça. Je vais retourner en virage. Allez, c'est le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie. On est le 10 novembre 2019, donc quelques mois plus tard, encore une fois au Vélodrome. L'OM qui bat Lyon 2-1. C'est les 120 ans de l'OM qui sont fêtés ce soir-là au stade.
et c'est Dimitri Payet qui va marquer un but génial contre l'OL. Pourquoi tu as choisi ce match-là et ce but-là? C'était le retour de Garcia au Vélodrome parce qu'il était allé à Lyon. Une semaine avant, je fais un plateau avec Baptiste Le Caplin, plateau d'humoriste. Il me fait une surprise, il me dit, et j'arrive et il y a Garcia dans la loge parce qu'il était pote avec Garcia. Et donc, je suis emmerdé parce que les gens, je lui dis, mais maintenant, parce que je parlais pendant 1 heure, le mec est sympa. Je me dis, mais comment je vais l'insulter dans une semaine? Ça va être compliqué pour moi. Il me fait, vas-y, insulte-moi, c'est pas grave. Et puis surtout, la célébration de Payet sur le deuxième but. Putain, cette célébration, elle est incroyable. C'est devant le virage nord comme ça, déjà le but est fou, mais ouais, il les fait exploser un stade parce que Lyon, mine de rien, je dis pas que Paris c'est plus mais c'est vraiment maintenant, bon, maintenant, même si Lyon a une équipe un peu bizarre cette année, mais c'est vraiment la rivalité avec Lyon, tu vois. Donc c'était pas souvent qu'on les tape à la maison, Lyon. Donc là c'était ouais. Il y a eu des matchs spectaculaires. Oui, il y a eu des temps. Ouais. Ah oui. Et puis même quand on joue pas contre Lyon, quand on va dans leur stade, on prend 3-0 en finale de Coupe d'Europe. Putain, ça aussi. Hein. Ouais, ça c'est pas le bon souvenir. Mais Payet, effectivement, sur ce but-là, dans ce match-là, pendant 2-1 pour l'OM, il marque sur penalty, puis il marque le deuxième but aussi. Et c'est au début, et ça, c'est pas une action pour laquelle Dimitri Payet est le plus souvent reconnu, mais c'est lui qui revient, il fait un tacle glissé, il distribue, et puis il avance, et puis c'est lui à la conclusion. Ouais, c'est un but formidable. Ah, mais ce mec, c'est un génie, ce Payet. Vraiment, c'est un mec qui... on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec... Il y a peu de joueurs qui peuvent changer un match. Tu vois, il y a des mecs laborieux, il y a des mecs travailleurs, il y a des mecs constants, tu vois. Mais il y a peu de mecs pour qui tu payes pour aller voir un match de foot. Eh bien, Payet, c'est le genre de type, tu payes... il n'y a qu'à voir. À l'époque, il était à l'OM. Souvent, même quand il rentrait en cours de match, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans le stade. Tu sentais ça. Et ça reste un génie du foot. Pour moi, hein, en tout cas. Après, le débat il est ouvert. On va le suivre au Brésil désormais, en espérant qu'il termine en beauté. Déjà, il est dans un stade incroyable, dans un club 5000 personnes à 4h du matin qui viennent le chercher. Ouais. Ils ont la télé, ils ont vu ce qu'il faisait. C'est pas pour rien. Tu iras voir un match là-bas? Tu sais que je suis pote avec le... Si tu peux être en présidentiel, ça va. Putain, ouais, mais j'aimerais bien aller... Tu sais quoi, ça serait bien de... Je suis pote avec le mec, le directeur de la Peña de Boca Juniors, qui est en resto argentin à Paris. Et chaque fois, il me dit, il faut qu'on aille à la Bombonera, il faut que tu vois ce que c'est. Et je crois qu'avant de mourir, je ferai une tournée des stades mythiques parce que ça doit... ça doit être incroyable. Ça va être pas mal, justement. En tout cas, merci Mathieu. On a fait les 5 matchs de ta vie. Merci d'avoir partagé ces matchs-là, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. On vous souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Pourquoi pas cette saison déjà? On va voir, hein, Marseille-PSG, ça serait bien. Non, il va y avoir des trucs bien, mais de toute manière, regarde, là je pense déjà au match au suivant. Ah putain, il faudrait qu'ils nous rendent un peu heureux, cette équipe. Rendez-nous heureux, sans déconner. Sérieux. Bon, merci d'être venu nous voir, Mathieu. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments-là avec toi. Merci à nous de nous avoir, à vous-même de nous avoir écoutés. Si jamais notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez envoyer un lien à vos ennemis. En tous les cas, vos commentaires nous sont bien utiles. Alors, merci de laisser un petit message sur la plateforme où vous nous écoutez, ou plutôt mettre 5 étoiles, pourquoi pas. Oui, comme sur TripAdvisor, pareil, mettez 5 étoiles. Ouais, boostez-nous un petit peu. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.